Arrête 2 secondes et réponds honnêtement. Si on te place dans un contexte extrême, sans loi, sans limite, avec du pouvoir entre les mains, qu'est-ce qui te garantit que tu ne ferais pas pire? Tu veux connaître les 7 hommes les plus cruels de toute l'histoire de l'humanité? Alors reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas voir ne parle pas seulement d'eux. Ça parle aussi de ce dont un être humain est réellement capable. Mais avant de continuer, abonne-toi, laisse un like et dis-moi en commentaire. Est-ce que, selon toi, la cruauté est une nature ou une construction? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas juste raconter des guerres. On va observer des esprits. Comprendre comment certains hommes ont franchi des limites que la plupart refusent même d'imaginer, sans jamais avoir l'impression de faire le mal. Et fais attention à un détail. Plus on avance dans cette liste, plus la frontière entre eux et nous devient floue. Alors reste jusqu'au bout. Parce que le dernier n'est pas seulement le plus cruel. C'est celui qui rend la question vraiment inconfortable. Le premier est Gengis Khan, et son histoire commence vers 1162 dans les steppes impitoyables de Mongolie, un environnement où la survie forge des hommes sans pitié. Né Temujin, il grandit dans la faim, la trahison et la violence après l'empoisonnement de son père. Très jeune, il comprend que pour exister, il faut dominer ou être écrasé. Dans les années 1180, il commence à rallier des clans, souvent par la force, parfois par des alliances brisées aussitôt qu'elles ne lui servent plus. En 1206, il est proclamé Gengis Khan, maître suprême des Mongols. Dès lors, il transforme ses guerriers en une machine de guerre disciplinée et implacable. En 1211, il attaque la dynastie Jin en Chine du Nord, utilisant des techniques de siège à prise de ses ennemis eux-mêmes. Les villes tombent, et celles qui résistent sont systématiquement détruites, les populations massacrées. Mais c'est la campagne contre l'Empire khwarezmien entre 1219 et 1221 qui marque l'histoire par sa violence extrême. Après l'exécution de ses émissaires, il lance une guerre d'anéantissement. À Boukhara, il entre dans la ville et ordonne le massacre. À Samarcande, les survivants sont réduits en esclavage. À Urgench, la destruction est totale. Les récits évoquent des centaines de milliers de morts, des exécutions méthodiques, parfois organisées par groupes pour accélérer le massacre. Il fait détruire les systèmes d'irrigation pour empêcher toute reconstruction. Sa stratégie repose sur la terreur. Certaines villes se rendent sans combattre à la simple annonce de son arrivée. Lorsqu'il meurt en 1227, son empire est immense, mais surtout marqué par une traînée de sang et de ruines. Le deuxième est Tamerlan, né en 1336 près de Samarcande, qui grandit dans l'ombre de l'empire mongol et nourrit l'ambition de surpasser ses prédécesseurs. Dès 1370, il s'impose comme chef et entame des campagnes d'une brutalité méthodique. En Perse, il écrase toute résistance, mais c'est en 1387 à Ispahan que sa cruauté devient emblématique. Après une révolte, il ordonne un massacre massif, exigeant que chaque soldat apporte des têtes coupées. Des tours de crâne sont construites. Certaines chroniques évoquent jusqu'à 70 000 têtes. En 1393, Bagdad subit le même sort. La ville est pillée et ses habitants exterminés. En 1398, il envahit Delhi, une des plus grandes villes du monde, et avant même l'assaut, il fait exécuter des dizaines de milliers de prisonniers pour éviter toute rébellion. Après la prise de la ville, un massacre généralisé se produit, transformant Delhi en champ de mort. En 1402, lors de la bataille d'Ankara, il affronte et écrase l'Empire ottoman, capturant le sultan Bayezid Ier. Chaque campagne suit le même schéma: victoire, destruction, terreur. Les villes sont rasées, les populations éliminées ou réduites en esclavage, et des monuments macabres sont laissés derrière pour marquer son passage. Il meurt en 1405 en préparant une nouvelle invasion, laissant une réputation de conquérant dont la cruauté est devenue une signature. Le troisième est Vlad III l'Empaleur, né en 1431 dans une Europe fracturée par les conflits entre royaumes chrétiens et empire ottoman. Enfant, il est livré comme otage à la cour ottomane, où il grandit au milieu des intrigues et des châtiments brutaux. Cette période marque profondément son esprit. Lorsqu'il prend le pouvoir en Valachie en 1456, il impose une autorité absolue par la peur. Les nobles qu'il soupçonne de trahison sont arrêtés, torturés et exécutés. Il organise des purges pour consolider son pouvoir, éliminant des familles entières. En 1461 et 1462, face à l'avancée du sultan Mehmed II, il adopte une stratégie radicale. Il détruit ses propres terres, brûle les récoltes, empoisonne les puits pour affaiblir l'ennemi.
Mais c'est à Targovite que se déroule l'un des épisodes les plus terrifiants. Il fait empaler des milliers de personnes, soldats ennemis, prisonniers, civils, créant une forêt de pieux visible à des kilomètres. Les victimes sont empalées lentement, parfois pendant des heures, voire des jours. Les récits racontent qu'il faisait disposer les corps selon leur rang, transformant la mort en spectacle ordonné. Lorsque Mehmed II découvre cette scène en 1462, il est profondément choqué. Vlad utilise cette vision comme une arme psychologique, brisant le moral de ses ennemis. Sa réputation se répand rapidement en Europe, amplifiée par des récits qui le décrivent comme un monstre. Il meurt en 1476, mais son image devient immortelle à travers la légende de Dracula. Le quatrième est Attila le Hun, dont l'ascension commence vers 434, lorsqu'il devient co-dirigeant des Huns avant de régner seul. Son peuple, venu des steppes, est déjà redouté, mais Attila transforme cette peur en une arme stratégique. Entre 441 et 447, il lance des campagnes contre l'Empire romain d'Orient, traversant le Danube et détruisant des villes entières comme Nessus et Serdica. Les habitants sont massacrés ou réduits en esclavage. Les récits décrivent des régions entières vidées de leur population. En 451, il envahit la Gaule, avançant rapidement, brûlant villes et villages. À Orléans, la destruction est évitée de justesse, mais la bataille des champs cataloniques oppose ses forces à une coalition romaine et barbare. Bien que la bataille ne soit pas une défaite totale, elle ralentit son avancée. En 452, il envahit l'Italie, détruisant Aquilée après un siège brutal. La ville est rasée au point de disparaître presque complètement. Les survivants fuient vers les marécages, contribuant à la naissance de Venise selon certaines traditions. Partout où il passe, il laisse derrière lui des ruines et la peur. Sa réputation est telle que son nom devient synonyme de destruction divine. Il meurt en 453 lors de sa nuit de noces, dans des circonstances mystérieuses, mais son héritage reste celui d'un conquérant dont la cruauté a marqué toute une époque. Le cinquième est Adolf Hitler, né en 1889, dont la trajectoire transforme profondément le monde moderne. Après avoir pris le pouvoir en 1933, il établit un régime totalitaire fondé sur la propagande, la répression et une idéologie raciale extrême. En septembre 1939, il envahit la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Très vite, ses armées conquièrent une grande partie de l'Europe. Mais derrière les victoires militaires, une politique de violence systématique se met en place. En 1941, l'opération Barbarossa marque l'invasion de l'Union soviétique, accompagnée par les Einsatzgruppen, unités mobiles chargées d'exécuter des civils, notamment des juifs, par fusillade de masse. Des lieux comme Babi Yar deviennent des symboles de massacres massifs. Parallèlement, le régime met en place un réseau de camps, d'abord de concentration, puis d'extermination. À Auschwitz, Treblinka ou Sobibor, des millions de personnes sont tuées dans des chambres à gaz. La cruauté atteint une dimension industrielle, organisée, planifiée. Les villes sont bombardées, les populations déplacées ou exterminées. En 1945, alors que Berlin est encerclé par l'armée soviétique, il se suicide dans son bunker, laissant derrière lui une Europe dévastée et des dizaines de millions de morts. Le sixième est Joseph Staline, né en 1878, qui s'impose comme le maître absolu de l'Union soviétique après la mort de Lénine. Dans les années 1930, il lance la collectivisation forcée des terres, visant à transformer l'agriculture. Cette politique entraîne une famine catastrophique, notamment en Ukraine entre 1932 et 1933, où des millions de personnes meurent. Les villages sont isolés, les réserves confisquées, toute tentative de fuite est réprimée. À partir de 1936, il déclenche les Grandes Purges, une campagne de terreur visant à éliminer toute opposition. Les procès de Moscou mettent en scène des aveux forcés, suivis d'exécutions. Des milliers d'officiers de l'armée sont éliminés, affaiblissant le pays à la veille de la guerre. Des millions de citoyens sont arrêtés et envoyés dans les camps du Goulag, situés dans des régions reculées, où le travail forcé, le froid et la faim entraînent une mortalité massive. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il dirige l'Union soviétique face à l'invasion allemande, notamment lors de la bataille de Stalingrad entre 1942 et 1943, un affrontement d'une violence extrême. Malgré la victoire, la répression interne continue. Jusqu'à sa mort en 1953, il maintient un système basé sur la peur, où chaque citoyen peut devenir suspect du jour au lendemain.
Le 7e est Léopold II, né en 1835, dont l'histoire se déroule loin des champs de bataille traditionnels, mais n'en est pas moins marquée par une violence extrême. En 1885, il obtient le contrôle du Congo, qu'il transforme en propriété personnelle sous le nom d'État indépendant du Congo. Officiellement présenté comme une mission civilisatrice, ce territoire devient en réalité un système d'exploitation brutale centré sur le caoutchouc. Les populations locales sont contraintes de travailler sous la menace constante de la force publique, une armée coloniale. Les quotas de production sont imposés, et ceux qui ne les atteignent pas sont punis de manière atroce. Les soldats coupent les mains pour prouver qu'ils ont utilisé leurs balles, mais aussi pour terroriser. Des villages entiers sont brûlés, des familles prises en otage, des enfants mutilés. Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, les témoignages de missionnaires et d'enquêteurs révèlent des scènes de violence quotidiennes, des corps mutilés, des populations décimées. Les estimations évoquent plusieurs millions de morts, causées par les exécutions, la famine et les maladies aggravées par ce système. En 1908, sous la pression internationale, le Congo est retiré à Léopold II, mais les traces de cette période restent profondément ancrées dans l'histoire humaine.